Bonjour, je voulais vous parler des essais de Michel de Montaigne. Alors, j'ai mis du temps à me décider à faire une vidéo sur cette œuvre qui est absolument fantastique. Ça a été un très très grand plaisir de lecture. J'ai mis beaucoup de temps à me décider également à la commencer, cette lecture. Elle m'a pris, je crois, plusieurs années. Bon, je l'ai lu dans une édition un petit peu modernisée, celle de Pierre Michel chez Folio Classique. Donc c'est quand même du vieux français, faut se le fader, mais l'orthographe a été modernisée, ce qui fait que ça reste quand même lisible. Il faut s'habituer à la langue, mais ça aussi, ça fait partie quand même du plaisir. Bon, après, c'est un sacré morceau. Ça m'a pris, je crois, plusieurs années pour terminer cette lecture-là. Cela dit, ça a été un très très grand plaisir, une découverte monumentale. C'est un énorme monument, les essais de Michel de Montaigne. J'en avais pas conscience à ce point-là. Évidemment, c'est un nom qui est très célèbre, qui est très cité. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont lu cette œuvre, mais pour moi, c'est comme une pierre angulaire de la civilisation occidentale. Et c'est une lecture qui a été très importante pour moi, même si, bon, j'ai pas. Il faut accepter de ne pas comprendre certains passages, en fait, parce que l'écriture est parfois tellement tortueuse que, bon, si on essaye de décortiquer toute l'œuvre, là, par contre, on y passe toute une vie, je pense. Donc, c'est pas le but. Moi, c'est une œuvre qui m'a beaucoup, beaucoup touché, parce qu'elle est, quelque part, elle est au centre de mon monde qui est dysfonctionnant, le monde de l'Occident, de la civilisation occidentale, européenne au sens large, européenne et nord-américaine. C'est vraiment une œuvre qui m'a beaucoup, beaucoup parlé, également de ce que je suis, de ce qui m'a construit, ça m'a fait comprendre plein de choses sur ma famille, sur mon entourage, sur mon environnement culturel, les gens qui vivent autour de moi. Enfin, et alors, ce qui est drôle, c'est que ça a commencé par une œuvre qui m'a beaucoup énervé pendant des centaines et des centaines de pages. J'ai été, mais je détestais ce que je lisais, quoi. Et qu'est-ce que je lisais? Je lisais quelque chose de hautement bourgeois. Alors là, bon, je voudrais pas rentrer dans des digressions. Qu'est-ce qui est bourgeois? Qu'est-ce que la bourgeoisie? Il y a plusieurs interprétations de ce terme-là. Ça peut être une façon d'attaquer des gens, ça peut être une façon oui, souvent c'est un usage politique hein, du terme, et en fait c'est un terme qui est politique. Mais grâce à Montaigne, j'ai appris peut-être à connaître un petit peu mieux ce que peut être l'esprit bourgeois et en quoi il est plein d'écueils et en quoi il est aussi désirable. En fait, moi je me suis aperçu, je pense que c'était parallèlement à la lecture de ce bouquin, que j'avais rien contre la bourgeoisie et je ne peux rien avoir contre la bourgeoisie parce que je suis né là-dedans finalement. Je suis pas quelqu'un de riche, j'ai pas beaucoup d'argent, même mes parents ont jamais eu beaucoup d'argent. Hein. Mon père est instituteur, ma maman était commerçante dans un tout petit magasin dans un village de 3000 habitants. Hein. C'est pas, voilà, un petit, mais bon, ça reste une petite bourgeoisie locale et imprégnée, vraiment imprégnée de cette culture-là que je comprenais pas vraiment. Et grâce à Montaigne, j'en ai vu une part des fondations, en fait, finalement. Hein. Et je pense que c'est une œuvre qui est vraiment, vraiment fondamentale pour comprendre et peut-être pour aimer la civilisation occidentale qui est pourtant bourrée, je le répète, d'énormément d'écueils, qui est en train de mourir d'une forme, de sa stupidité, qui est en train voilà, et qu'on a toujours, à juste titre, hein, critiqué. Le terme de bourgeoisie est souvent très très critiqué, effectivement, il est très critiquable, mais je me suis aperçu que c'était pas un bloc, voilà, que c'était pas un bloc qu'on pouvait jeter complètement avec l'eau du bain, quoi. Voilà, c'est pas un bloc. Et je me suis aperçu, c'est un moment dans ma vie où je me suis aperçu que finalement j'assumais certaines choses dans l'esprit bourgeois. L'esprit bourgeois, quand on dit ça on a l'air d'être dans la critique tout de suite. Alors évidemment, il y a la critique, et on va en parler grâce à Montaigne. Il y a des travers que je trouve absolument détestables. Un ronron,
un endormissement, voilà, qui peut avoir lieu, un endormissement intellectuel qui peut avoir lieu. Alors, c'est pas du tout le cas de Montaigne, mais un endormissement intellectuel qui peut avoir lieu dans ce cadre-là. Mais fondamentalement, moi, je pense fondamentalement que le désir de vivre dans un cadre confortable, de manger à sa faim, voire d'avoir un petit peu de luxe. Alors après, il faut s'entendre sur la définition du luxe, hein, mais d'avoir le luxe de pouvoir respirer un air pur et être dans le confort, être dans une maison bien chauffée, pouvoir vivre décemment et confortablement. Pour moi, c'est une des valeurs du monde bourgeois que je défends en fait. Et je pense que tout le monde devrait avoir accès à ça. Il faut qu'on trouve les moyens, en tant qu'espèce humaine, que tout le monde ait accès à ça, à une vie décente. Voilà. Moi, j'associe quand même les idéaux bourgeois au désir d'avoir une vie confortable. Et pour moi, c'est légitime de vouloir avoir une vie confortable. Voilà. Après, on pourra parler de tous les travers de cette bourgeoisie, mais en fait, ce sont les travers de l'espèce humaine, en fait. Et Michel de Montaigne en parle, d'ailleurs. Mais c'est pas de ça dont je voulais parler d'abord. Je voulais parler d'abord de ce qui m'a énervé chez Michel de Montaigne. J'ai commencé à lire Michel de Montaigne et sur des centaines de pages. Alors déjà, il faut s'habituer à la langue. Donc ça, c'est pas facile au début, mais surtout, il y a un travers au début qui est mais vraiment très très énervant. Un travers qu'on retrouve souvent dans la bourgeoisie, c'est-à-dire que c'est pendant... Alors, c'est constitué de plein de chapitres, hein. Chaque chapitre aborde un thème, et au final, ces thèmes se développent, ou parfois, Michel de Montaigne, c'est très plaisant d'ailleurs, passe du coq à l'âne à l'intérieur d'un même chapitre. Et je trouve ça très très bien parce que pour moi, c'est le seul moyen d'une forme de sincérité. Et c'est ce que je recherche dans la création ou dans la communication, de trouver une forme de sincérité, arriver à toucher quelque chose de ce que l'on est vraiment. Donc ça, c'est très très plaisant, mais sur un grand nombre de chapitres, pratiquement tout le livre 1, moi, ça a été quasiment insupportable. Je me suis accroché parce que je trouvais ça hallucinant. Mais c'est vraiment l'état d'esprit où, alors voilà, on va parler de ça. On peut en penser plein de choses. On peut en penser des choses qui sont noires. On peut en penser des choses qui sont blanches. On peut en penser des choses qui sont à la fois noires et blanches. Mais après tout, il faut que chacun se fasse son avis. Et peut-être qu'une chose est vraie aussi bien qu'une autre peut être vraie. Donc on est toujours on est pendant très longtemps dans quelque chose de très flou au début des écrits de Michel de Montaigne, où il ne prend jamais position, on sent une anguille qui ne prend jamais parti pour rien, qui est toujours dans l'entre-deux, oui, peut-être bien que ça, mais peut-être que le contraire aussi, mais peut-être qu'il faudrait mélanger les contraires, donc dans un espèce de flou mielleux, molletonneux, voilà, une espèce de tout et son contraire finalement, qui est extrêmement énervant. Et puis petit à petit, il finit par se révéler, il finit par... alors il prend jamais vraiment... Alors, c'est pas quelqu'un qui est dans la radicalité, Michel de Montaigne, pas du tout. Donc bon, ça on peut le lui reprocher, mais c'est pas lui, voilà. Donc c'est quelqu'un qui va chercher à comprendre. Voilà. Et ça, quand même, ça c'est une leçon, c'est une grande leçon. C'est quelqu'un qui va essayer de comprendre tout et son contraire. Et il va essayer de comprendre ceux avec qui il est d'accord. Et je pense, peut-être que je me trompe parce qu'il ne le dit pas du tout comme ça, mais il va essayer de comprendre ceux avec qui il n'est pas du tout d'accord aussi. Alors ce sont des problématiques de son époque, hein. C'est le XVIe siècle. Ou le tout début du XVIIe siècle, donc c'est il y a très longtemps, en 1500 ou en 1600 quelque chose. Donc ce sont des problématiques qui peuvent nous paraître très anciennes, mais on retrouve des problématiques qui sont fondamentales pour l'espèce humaine. D'une part. D'autre part, on retrouve des problématiques qui nous enseignent par où notre histoire est passée. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'être témoin de ça et de pouvoir rentrer un petit peu dans ça. Donc au début, bon... C'est tout et son contraire, je suis d'accord avec tout et avec son contraire. Et puis ensuite, il développe des réflexions. Alors ça dure, il en a écrit, hein, le pépère, voilà, sur plein de sujets. Et il y a des choses vraiment
absolument hallucinantes pour le XVIe siècle. Comme quoi, et c'est là où on se rend compte, à nouveau, on a l'impression que l'acuité ne peut être que moderne. Il n'y a que les modernes, il n'y a que nous, il n'y a que l'époque moderne qui peut avoir été libre de penser, avoir été au bout être capable d'aller le plus profondément dans les concepts, dans les sujets, dans la connaissance, dans l'histoire, alors que c'est complètement faux à toutes les époques. Il y a eu des penseurs formidables qui ont été capables d'aller très 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 loin dans la réflexion. Et Michel de Montaigne en fait partie. C'est parfois un petit peu difficile à démêler, mais c'est... Voilà, puis en même temps, c'est vraiment l'occasion, pour moi ça a été l'occasion de faire la paix avec ma culture en fait. Moi j'étais très 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 en colère contre ma culture, contre la culture européenne qui pour moi est dans un naufrage absolu. Et j'étais d'autant plus en colère que moi j'étais alors je vais essayer de ne pas être trop fleur bleue, mais j'étais très 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 admiratif de tous les grands esprits que nous avons eu la chance d'avoir et que nous avons eu la chance qu'ils nous laissent des œuvres qu'on peut consulter, qu'on peut étudier. On a encore la chance d'avoir, d'ailleurs, je voulais le dire, moi je ne suis pas universitaire, mais on a la chance d'avoir des universitaires, des gens qui consacrent leur vie à l'étude d'une œuvre, d'un chapitre dans une œuvre, qui sont capables d'aller très très profondément dans l'analyse de l'histoire, de la philosophie, des concepts, des écrits de ces grands personnages, ces grandes personnes qui nous ont laissé les témoignages de leur intense réflexion, qui ont eu le temps, qui ont eu cette chance-là, parce que Michel de Montaigne, c'est aussi ça, c'est aussi quelqu'un qui a eu la chance alors la chance qu'il a construite au cours de sa vie, bon, enfin c'était pas n'importe qui non plus, il est pas né dans le ruisseau, Michel de Montaigne. Donc ça c'est aussi l'histoire de l'Occident, il fallait avoir beaucoup beaucoup de chance pour qu'un tel esprit se retrouve dans la bonne configuration, pour qu'il ait le temps de penser, d'écrire ces choses-là. Ça, ce sont des miracles qui sont incroyables et on pense à tous ceux qui n'en ont pas eu la possibilité. Heureusement, il y en a quelques-uns qui en ont eu la possibilité, qui nous ont laissé des œuvres imparfaites. Il ne faut pas penser que ces œuvres-là sont la panacée, le panthéon, et qu'il ne faut pas y toucher, qu'il ne faut pas en parler, qu'il ne faut pas y trouver à redire. Au contraire, toujours trouver à redire. Mais bon, on a la chance que ces personnes-là, Michel de Montaigne notamment, ont eu le temps pendant des années de développer leur pensée. Et alors voilà, alors ça aussi c'est un ouvrage qui raconte vraiment ça, les essais de Montaigne. On voit vraiment le cheminement de la pensée, c'est-à-dire que avant d'écrire, on sent que Michel de Montaigne n'avait pas vraiment réfléchi à tous ces thèmes-là qu'il va aborder au cours de ces nombreuses pages, de ces milliers de pages. Et on comprend comment l'écriture est un acte de découverte. Voilà, comment l'écriture est un acte de découverte de la pensée elle-même, comment elle nous confronte à notre réflexion, comment elle nous oblige à sortir de nous-mêmes et en étant obligé de formuler ce qu'on a dans la tête. En même temps, cela construit ce qu'on a dans notre tête et construit une pensée finalement. Et ça, c'est très 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 fort dans l'œuvre de Montaigne. C'est très très dur quand on n'a pas le temps d'être là-dedans, quand on travaille toute la journée et qu'on a à peine le temps de lire des choses aussi merveilleuses que ça. Et on comprend vraiment que c'est dans l'écriture qu'on trouve la réalisation de l'esprit. On peut... Alors ça aussi, c'est un truc que j'ai compris, bon, il y a quand même quelques années, qui est vachement important, je voudrais en parler du coup. L'idée, c'est nul. Avoir une idée, tout le monde peut avoir une idée. Tant que ça reste dans la tête, c'est un peu comme les pensées d'ivrogne, en fait, finalement, je trouve. C'est que tant qu'on ne s'est pas confronté à la réalité, et l'écriture est une façon de se confronter à la réalité de ce qu'on pense, est-ce que ça tient le coup? Est-ce que ça tient la réflexion? Tant qu'on n'a pas fait cet exercice-là, on peut penser plein de trucs, on va être très souvent plus dans l'affect, dans l'émotionnel que dans une réalité ou que dans une logique ou que dans une réflexion solide.
Et donc l'écriture, ça sert à ça sert à construire en fait. Effectivement, l'écriture, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui se construit. Et donc ça fait partie des choses que, alors j'en avais déjà un petit conscience avant, mais ça fait partie des choses euh, qu'a fini de me faire comprendre, qu'ont fini de me faire comprendre les essais de Montaigne. Voilà, c'est une pierre, c'est une clé de voûte. Alors, plus qu'une clé de voûte, c'est plutôt une partie des fondations de la culture et de la, et de la philosophie finalement occidentale, et c'est très 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 important. Moi j'ai trouvé ça très plaisant à lire, n'hésitez pas à y aller. Alors aujourd'hui il y a une nouvelle édition qui est sortie, je crois dans les années 2015, quelque chose comme ça, qui est une espèce de traduction. Alors je l'ai pas lu, donc je peux pas, je juge pas du tout, hein, mais c'est une traduction, c'est comme une traduction en français moderne. Alors ça peut être bien pour arriver à, alors c'est un travail qui a dû être énorme, immense, un boulot incroyable. Donc ça peut permettre de lire Michel de Montaigne de façon un petit peu plus fluide, quoi. Bon, parce que c'est vrai qu'il faut vraiment y rentrer dedans. Mais encore une fois, ça a été un grand, grand plaisir une fois que vous avez commencé, que votre cerveau commence à comprendre un petit peu comment sont faites les phrases. En plus, cette édition-là, elle est très bien faite, hein. Il y a en bas de page, il y a tous les termes de vocabulaire qui ont disparu de la langue moderne, qui sont expliqués en bas de page. Il y a un système de notes également en fin de volume qui explique, qui développe qui développe des explications autour de telle ou telle référence donnée par Michel de Montaigne. On a également ce qui n'est pas dans le texte original, on a les traductions de toutes les citations en langue étrangère ou en latin qui sont données. Donc, bon, enfin voilà, ça reste un ouvrage qui est très lisible. Il faut un petit peu d'effort au début, mais une fois qu'on a pris l'habitude de la langue, ça devient vraiment, vraiment carrément plaisant. Carrément, carrément plaisant. Carrément plaisant. Et puis, c'est vraiment un bonheur de se sentir un petit peu dans une proximité d'un esprit comme celui de Michel de Montaigne. C'est un événement. C'est vraiment un événement dans la pensée mondiale, quoi, dans la pensée humaine. Alors je suis désolé, je suis ému, bon, bêtement, je suis désolé, mais je crois que je vais garder ça comme ça. C'est pas le but de pleurnicher devant, au cours de ces vidéos. C'est voilà, c'est une œuvre fondamentale et je j'ai pas envie de rentrer dans l'analyse ou dans la description de ce qui est de ce qui est évoqué, de ce qui est dit dans ces livres-là. On pourrait dire qu'il aborde à peu près tous les sujets qui pouvaient exister à son époque et de ce qu'il savait, et qui pouvait être. C'est quelqu'un qui avait une grande, grande, grande culture, hein, qui connaissait très, très, très bien les anciens. Et donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références aux anciens, que ce soit les Grecs ou les Romains, ou les catholiques qui l'ont précédé, saint Thomas d'Aquin, etc., etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup également de références qui permettent aussi d'être une entrée sur la pensée des auteurs qui l'ont précédé. Donc voilà, c'est une œuvre monde, les essais de Montaigne, et ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup de se le fader. Et pour en avoir parlé avec quelques lecteurs, c'est très souvent né un grand amour pour cette œuvre-là, parce que il en transparaît une grande humanité, une grande humilité, euh, de la part de quelqu'un qui a écrit un monument, quoi. Donc et puis c'est encore une fois, c'est peut-être l'occasion de faire la paix avec notre culture et de trouver peut-être, j'allais dire une porte de sortie. Le but c'est pas de sortir, mais trouver une façon de transformer tout ce qui est en train de se passer dans notre monde ultra postmoderne, et d'arriver à trouver on ne trouvera pas une solution, mais d'arriver à trouver une façon de vivre avec tout ça, et d'en faire un monde vivable et qui passe à un monde qui passe à l'étape suivante, justement,
un monde qui passe à l'étape suivante. Moi, je parle souvent de ça. C'est comme si on était dans un monde pré-postmoderne. On parle beaucoup du postmodernisme. On ne sait pas ce que ça veut dire exactement. L'ère moderne, on sait à peu près ce que ça veut dire. C'est à peu près le 19e siècle, l'ère moderne, si j'ai bien compris. Mais comment dépasser tout ça, le capitalisme, l'industrialisme, comment arriver à faire quelque chose de vivable avec toute cette merde dans laquelle on se casse la gueule aujourd'hui. Moi, je pense que c'est c'est par la pensée, par l'intelligence et par la recherche d'une forme de sagesse. On n'atteint jamais la sagesse, évidemment, et je me prétends absolument pas ni sur cette voie-là, ni encore moins doué d'une quelque forme de sagesse que ce soit. Moi, je suis quelqu'un qui est dans l'émotion et dans la colère. Mais faut essayer. Et d'ailleurs, un de ces jours, il faudrait que je vous parle. Je suis désolé, mais on a le droit. Je sais que je vais être moqué, mais on a le droit d'avoir des émotions. Je suis désolé, en plus ma voix tremble, c'est nul, c'est ridicule. Je voulais vous parler un de ces jours, mais ça aussi, c'est tellement énorme. Je sais pas si j'y arriverai, mais... Et puis on s'en fout. Personne m'attend pour en parler, mais ça me fait rire parce que, au fond de moi, j'ai cette prétention quand même, que je trouve débile, mais cette prétention que peut-être que c'est important que je parle de ça. Alors que... Mais un jour, je voudrais vous parler de la méthode d'Edgar Morin. Voilà, ça aussi, c'est un ouvrage. Alors, à l'autre bout de l'histoire de notre civilisation, au début, il y a peut-être Michel de Montaigne, et à la fin, il y a peut-être Edgar Morin. La méthode, c'est vraiment un ouvrage qu'il faut lire. Il faut en profiter. Edgar Morin, en plus, est toujours là parmi nous. Et il en parle de ça. Comment trouver une façon de transformer, une transformation de ce cul-de-sac dans lequel on est aujourd'hui. On est au fin fond de notre cul-de-sac et on n'arrive pas à s'en sortir alors qu'il suffirait juste de grimper pour passer par-dessus. Il faut sortir par le haut, quoi. Et sortir par le haut, comment on fait? Edgar Morin, dans la méthode, en parle. C'est un problème qui le préoccupe beaucoup. Et voilà, la lecture de grands hommes, les grands hommes comme Michel de Montaigne ou comme Edgar Morin, nous permettra peut-être de nous en sortir par le haut. Encore une fois, je suis personne pour dire ça, mais je le dis. Merci.